You speak French. Ma langue est le français. Je rêve et je pense en français. J'ai tendance à valoriser les gens. Je les valorise en les écoutant, en montant. Tout à fait mardi de la culture, c'est En étrange que la langue de la culture. La culture, c'est ce qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait sur la terre. Les cultures doivent se parler. La diversité. C'est la vie. Bonjour et bienvenue au balado de la Nuit des idées. C'est une collaboration entre Radio-Canada et les Alliances françaises du Canada. Mon nom est Geneviève Potvin. Je suis journaliste culturelle pour Ici Alberta et je serai votre animatrice pour cette discussion qui portera sur l'introduction du pronom yel dans le dictionnaire. Aujourd'hui, je suis en compagnie de mon invité et d'un ami, il faut le dire, Martin Bouchard, avec qui j'aurai le plaisir d'échanger sur le sujet. Bonjour Martin. Bonjour Geneviève. Ça va bien ce matin? Ça va super bien. Très content. Très content de te parler. Et c'est vrai qu'on est amis aussi, donc ça va être une belle discussion, j'ai l'impression. Oui, moi aussi. Je suis très heureuse que ce soit toi, mon intervenant, Martin. Ça va être plus facile de parler de ça. Martin, tu es coordonnateur des communications pour l'organisme Franco-Queer de l'Ouest. Alors, j'aimerais qu'on commence par ça. Dis-moi ce que c'est l'organisme Franco-Queer de l'Ouest. Peut-être me parler du mandat de votre organisation. Dans notre mandat, c'est nous, on est la ressource connexe 2 SLGBTQIA+. Donc, on mène les enjeux de la diversité sexuelle et de genre dans la francophonie albertaine de l'Alberta. Donc, notre mandat, vraiment, là, c'est de représenter ces personnes-là dans les instances. Et aussi, on donne des ateliers dans les écoles. On a aussi des ateliers sur la grammaire neutre, le français inclusif, etc. Donc, c'est aussi intéressant de mentionner qu'on est né là, d'une demande. Il y avait une demande de créer des GSA, là, des alliances hétérosexuelles et allosexuelles dans les écoles. Oui. Auprès de FJA. Donc, FJA, qui est l'organisme Francophonie Jeunesse de l'Alberta, peut-être pour les gens qui ne connaissent pas, là. Exactement, c'est ça. Donc, c'est vraiment né d'un besoin communautaire, là. On va se demander, Martin, si la langue peut avoir un impact sur la construction de notre identité. Et puis, écoutez, Martin, pourquoi vous vous intéressez à cette question-là? C'est quoi votre parcours pour en être venu à avoir envie de travailler avec l'organisme Franco-Queer de l'Ouest et de s'intéresser à cette question-là de la neutralité, en fait, dans les communications, disons-le comme ça? Oui. Bien, moi, c'est bien de mentionner que je ne suis pas linguiste. Par contre, j'ai un bac en grammaire française de Sherbrooke, l'Université de Sherbrooke, que j'ai obtenu en 1999. Et en 20 ans déjà, en moins de 20 ans, déjà, la langue a changé. Donc, on voit que ça change déjà. Moi, à mon époque, on féminisait tout. Alors, maintenant, il faut neutraliser. Donc, on voit que le français, c'est pas une langue statique, c'est une langue qui change, qui évolue rapidement quand même. Donc, en 1999, à l'université, on vous demandait de féminiser quelque part pour essayer d'équilibrer le fait que, bon, dans la langue française, habituellement, c'est le masculin qui l'emporte. Qui l'emportait, c'est ça. Donc, on voulait remettre l'égalité des sexes de l'avant. Et c'était vraiment, là, on essayait de féminiser le plus possible. Aujourd'hui, comme je le disais plus tôt, là, on va se demander si la langue elle peut avoir un impact sur la construction de l'identité, mais notre discussion, Martin, elle part vraiment à cause de cet ajout du dictionnaire Robert qui a introduit le pronom yel dans cette version en ligne. Alors, je vais donner la définition du pronom yel. C'est un pronom personnel, rare, hein, c'est comme ça qu'ils disent, sujet de la troisième personne du singulier et du pluriel. Et ce pronom personnel, il contracte il et elle et permet d'évoquer une personne, quel que soit son genre. Donc, ça, c'est la définition du petit Robert en ligne. Et écoutez, ça a déclenché là, un cataclysme de réactions passionnelles, particulièrement en France, il faut se le dire, où, à l'époque, là, le ministère de l'Éducation avait dit haut et fort sa désapprobation. Il a même déclaré sur Twitter que l'écriture inclusive n'est pas l'avenir de la langue française. Martin, j'ai envie de vous entendre. Qu'est-ce que vous avez à répondre à M. Jean-Michel Blanquer, là, le ministre de l'Éducation française? Moi, je suis vraiment pas d'accord avec M. Blanquer. Je crois que si le français veut demeurer pertinent, il doit évoluer. Sinon, on court à notre perte. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que le français, c'est pas une langue descriptive. C'est une langue prescriptive. C'est-à-dire que
Les mots viennent d'une autorité quelconque et ensuite on se met à l'utiliser. Le meilleur exemple de ça, c'est le mot courriel. Au départ, les francophones de par le monde utilisaient le mot mail et jusqu'à ce que le Québec propose le mot courriel et que le mot soit inclus à tous les dictionnaires francophones. Et maintenant, on l'espère, mais les francophones utilisent le mot courriel plutôt que mail. Donc, le fait que le mot YEL soit inclus au dictionnaire, pour moi, c'est déjà c'est le début d'une révolution, j'ai l'impression, là. En fait, ça a tellement déplacé d'air, on va le dire comme ça, sur les réseaux sociaux, que ça a poussé là, le directeur général des éditions, le Robert Charles Binbenet, à expliquer la décision de son équipe. Alors, je vais vous lire ce qu'il a déclaré. Alors, il dit, si son usage est encore relativement faible, il est en forte croissance depuis quelques mois. De surcroît, le sens du mot « YEL » ne se comprend pas à sa seule lecture. Ça, c'est vrai, hein? Les gens, peut-être, qui ne connaissent pas, ils ne peuvent pas savoir de quoi on parle. Alors, il dit, il nous est apparu utile de préciser son sens pour ceux et celles qui le croisent, qui souhaitent l'employer ou, au contraire, le rejeter. Et c'est assez comique parce qu'il s'est défendu de faire de la propagande d'une quelconque courant de pensée. Alors, vraiment, on introduit ce pronom « YEL » mais en même temps, on se défend. Écoutez, ça, c'est ce qui se passe en France. La réaction n'est pas tout à fait la même de ce côté-ci de l'Atlantique. Et moi, j'ai eu envie, vous nous avez dit que vous n'étiez pas linguiste ou lexicographe. J'ai envie quand même de savoir qu'est-ce que eux en pensent. Alors, j'ai été fouiller un peu, Martin, et j'ai trouvé cet article de la presse du 17 novembre, et c'est Nadine Vincent, qui est lexicographe, professeure de communication à l'Université de Sherbrooke. Et elle pense que la décision des éditions Robert était prématurée. Alors, je vous dis ce qu'elle a écrit dans la presse. Un dictionnaire est à la remorque de l'usage. Il faut que le mot soit assez fréquent, assez bien distribué, donc utilisé dans différents domaines, dans différents groupes de la société, et après, il peut entrer dans le dictionnaire. Moi, si je peux juste me permettre un commentaire. Nadine Vincent m'a d'ailleurs enseigné à l'université. Elle était professeure quand moi j'étais étudiant. Je pense que Nadine Vincent n'est pas très au fait des courants et des groupes parce que ce mot-là est utilisé couramment à chaque jour. Moi, je l'utilise dans mon travail. Donc, peut-être qu'elle n'est juste pas branchée. Oui, c'est ça. Peut-être. Et de toute façon, moi, j'avais envie d'amener une certaine balance à ça et d'avoir un autre son de cloche. Alors, je vais vous faire entendre un extrait de l'entrevue de Jeff Tennant, qui, lui, est sociolinguiste, et professeur adjoint au département d'études françaises de l'Université Western de London. Il répondait là, à des questions de mon collègue Serge Olivier. Et voici comment lui accueille ce nouveau pronom. Pour ce que cela représente comme solution à un problème que pose la structure de la langue française pour exprimer justement la diversité de genre, l'identité non-binaire. Alors, moi, je l'accueille avec un sourire et à bras ouverts, mais en fait, finalement, c'est à la communauté des francophones de décider quel sera l'avenir de ce pronom. Qu'est-ce que vous pensez de M. Tennant ou de ses propos, Martin? Je suis quand même d'accord avec lui. Il l'accueille avec un sourire et les bras ouverts. Je crois que ça, c'est la bonne attitude à avoir quand on parle de non-binarité. Moi, je suis très d'accord avec son opinion. Alors là, vous nous avez parlé de non-binarité. Reprenons depuis le début. Explique-nous, Martin, ce que c'est une personne non-binaire. Il y a plusieurs définitions. Moi, je vais vous en lire une qui vient du groupe Interligne. Alors, la non-binarité représente les identités de genre autres que la binarité exclusive homme versus femme. Donc, les personnes non-binaires peuvent se sentir comme ni homme ni femme, comme les deux ou comme toute autre combinaison des deux. La non-binarité inclut les identités en lien avec la fluidité des genres et les personnes non-binaires peuvent s'identifier comme trans selon leur auto-identification. Donc, si on résume, là, c'est vraiment la non-binarité, c'est être à cheval entre deux genres et ça peut évoluer aussi de jour en jour, d'année en année. Donc, c'est vraiment une identité de genre à part entière. Là.
Il y a la collègue Mireille Langlois, qui est animatrice de Culture et Confiture là, sur les ondes de Radio-Canada ici, qui a rencontré Joël Perras et qui a écrit un texte intéressant, c'est vous d'ailleurs, qui l'a partagé avec moi. Et ce texte, il décrit le parcours pas toujours simple de l'acceptation et le titre du texte, c'est « Moi, Joël, non-binaire ». Je vous lis un extrait et ça va rejoindre un peu la définition là, que tu viens de nous lire, Martin. Alors, elle dit « La fluidité fait partie de mon genre. Je ne vis pas l'expérience de mon genre de façon binaire, homme ou femme. Je suis entre les deux, des fois un peu plus l'un ou l'autre, des fois je ne suis ni un ni l'autre. Et c'est une fluidité qui est comme une danse. Je trouve ça très beau. » Elle dit aussi « Ça a pris beaucoup de temps pour y arriver. Je peux dire maintenant que c'est une fluidité dans laquelle je suis à l'aise. » Alors, ça vient vraiment rejoindre là, ce que tu nous disais, Martin. Absolument. Et la façon dont elle se décrit, cette personne-là, c'est la bonne façon, dans le fond, c'est que les personnes non-binaires, il y a une danse. T'sais, parfois, elles se sentent plus hommes, moins hommes, les deux. Donc, c'est vraiment, là, comme elle l'a dit, un tango, finalement. Moi, j'apprécie beaucoup la façon dont elle se décrit, cette personne-là. Donc, tu vois, j'aurais pu utiliser Yel ici en disant j'apprécie comment Yel se décrit. C'est vrai que c'est un travail quand même, hein, parce qu'en préparant en préparant le balado, il a fallu que je revise un peu mes standards de pensée et tout ça. Mais c'est intéressant parce que ça nous fait travailler et puis ça nous tient sur le qui-vive, là, Martin. J'aime beaucoup ça. Absolument. Et c'est assez difficile, mais c'est un apprentissage. Et comme le disait M. Thomas, il faut y aller à bras ouverts avec le sourire. La langue change et évolue. On fait partie de ça, donc participons au mouvement finalement. Mais je comprends que parfois c'est difficile, mais il faut faire un effort. Et si on se trompe, ben on s'excuse et on continue. Là. C'est pas un gros drame, mais quand même, il faut faire l'effort. C'est ça. C'est l'idée, dans le fond, c'est d'être ouvert et puis d'être conscient là, de ce qui se passe autour de nous. Puis comme vous le dites, ben si on fait une petite erreur, ben on corrige puis on continue avec le sourire. Absolument. C'est la bonne attitude à adopter dans ce cas-là. Et ça nous amène directement à notre prochaine question, Martin. Pourquoi c'est plus difficile d'accommoder les personnes non binaires dans la langue française que ce l'est dans la langue anglaise? C'est une question hyper intéressante, moi, je trouve, parce que en anglais, c'est facile, on dit they, them. Après ça, les verbes, les accords, les noms s'accordent avec they, them. Donc, pour eux, c'est facile, la question est réglée. En français, il en est tout autre. C'est très compliqué de parler de façon non genrée. Pensez-vous, Martin, que le français peut réellement être parlé de façon totalement inclusive? C'est très difficile. C'est très difficile. On dirait qu'on fait toutes sortes de contorsions là, pour parler de façon inclusive. Par exemple, si on dit celles et ceux, on pourrait utiliser le néopronom celleux ou celui. Donc, il y a plein de nouveaux néopronoms qui ont été inventés, qui ne sont pas encore dans la langue d'usage. Et selon moi, on ne verra pas leur apparition de sitôt, mais je peux me tromper. Il va falloir que le français peut-être s'adapte ou encore une fois, je ne suis pas linguiste, donc je ne sais pas comment tout ça va se dérouler devant nos yeux. Mais c'est difficile quand même, là, il faut le dire. Ça demande... il faut rester sur nos gardes, sur le qui-vive. On fait beaucoup d'erreurs. Moi, j'en fais moi-même. Et pourtant, je travaille dans le milieu. Donc, c'est difficile. Mais ça prend une ouverture d'esprit. Puis plus tard, là, Martin, j'ai une question intéressante qui, en fait, avec certaines lectures que j'ai faites, là, l'arrivée du néopronom Yel dans le dictionnaire, concrètement, ce que ça vient changer, Martin, c'est un peu ce que vous nous expliquiez, là, c'est que ça permet aux gens d'être quelque part plus heureux puis plus en confiance de l'identité qu'ils veulent montrer au reste du monde, finalement. Absolument. Et pour moi, c'est un cadeau que le dictionnaire Le Robert a fait aux personnes non-binaires. Ça leur donne de la crédibilité aux yeux de la population générale. Ça légitimise vraiment leur parcours. Elles ont une preuve de dire, ben, regardez, là, moi, je suis une personne non-binaire et il y a un néopronom qui a été créé pour moi. Donc,
je le vois vraiment là, comme un pas dans la bonne direction. C'est un petit pas, hein. Mais déjà, je trouve que ça donne du souffle à un mouvement qui avait besoin là, de voir ses alliés se rallier derrière elle, derrière elle. Et moi, je ne vois que du positif dans ça, mais encore une fois, c'est un petit pas. D'autres néopronoms pourraient faire leur apparition. Qu'on pense à tous, bonjour à tous, au lieu de dire bonjour à tous et à toutes. Oui. C'est là, j'en ai parlé un peu, c'est là, c'est lui, tout ça. Il y a vraiment une foule de néopronoms qu'on pourrait inclure dans les dictionnaires, dans les guides de grammaire pour justement que nos comparses, nos concitoyens se sentent plus inclus dans la société. Martin, je vais me faire l'avocat du diable, là, mais j'ai trouvé ça super intéressant. C'est un article du Devoir du 27 novembre 2001. Hein, tout ça qui découle, en fait, de l'arrivée du pronom Yel dans le dictionnaire. C'est un article de la journaliste Marie-Lou J. Marsan et elle pose une question intéressante et qui mérite réflexion. Elle dit « Au cours des dernières années, les connaissances sur les identités de genre ont évolué et le discours autour de ce phénomène aussi. Nous reconnaissons que le spectre des identités de genre demeure large et varié. » Là, la question qu'elle pose, elle dit, faudrait-il pour autant accorder un pronom pour chacune des identités de genre, surtout dans laquelle optique d'intégration absolue de tous les visages de la société? Et en fait, la question qu'elle pose à la fin de tout ça, c'est quel sera l'avenir de l'enseignement de la grammaire? Parce qu'on le rappelle, la langue française, en fait, elle est genrée dans le sens de, pas nécessairement du sexe, mais qu'on donne un genre aux objets. Donc, une table, une chaise, un tableau. Et ça pose des vrais défis, là. Je veux dire, déjà, on va se le dire, les cours de grammaire, moi, j'ai des enfants au secondaire. Les cours de grammaire, c'est pas leur cours préféré. C'était probablement pas mes cours préférés quand j'étais à l'école. Mais l'origine de la langue française, hein, c'est le latin. Et de là découle le genre de la langue française. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Parce que c'est vrai que ça pose un petit problème là, d'accord. Je suis quand même d'accord avec la journaliste. Elle pose une question qui mérite réflexion. Je n'ai pas de réponse à cette question-là. Moi, je crois qu'il faut y aller tranquillement. Mais, tu sais, il n'y aura pas un changement grammatical demain matin, là. Non. Et les gens qui s'en inquiètent peuvent dormir sur leurs deux oreilles. C'est pas demain la veille qu'on va parler de façon neutre, de façon écrite, que les guides de grammaire. Moi, j'ai étudié avec le Grévis. C'est pas demain qu'on va apprendre de façon la grammaire neutre et inclusive. Par contre, je vois pas pourquoi on s'empêcherait d'être de notre époque et de suivre la marche, là, finalement. Sinon, les gens vont se tourner vers l'anglais. Moi, je crains que c'est une possibilité. Donc, c'est une très bonne question qu'elle soulève. Et on l'a mentionné plus tôt. Il faut faire des contorsions parfois maladroites là, pour parler de façon neutre et inclusive. Je pense que petit peu par petit peu, on va l'intégrer dans notre vocabulaire et ça va faire boule de neige. Quand, comment, ça, j'ai pas de réponse à ça. Martin, c'est le moment où tu prends le contrôle du balado parce que tu as un petit jeu questionnaire pour tester mes connaissances. Ça me stresse un peu. OK, inquiète-toi pas. Là, on va commencer par une facile. OK. Je vais te dire une phrase et j'aimerais que tu me la redises de façon inclusive et neutre. OK. Alors, la première, elles sont satisfaites de l'atelier. Ils sont satisfaits de l'atelier. Ils sont satisfaits de l'atelier. Oui, mais là, satisfait et... Ah, ils sont satisfaits de l'atelier, je sais pas, c'est ça, c'est là hein, qu'on... C'est là que la question de la journaliste devient intéressante, hein, comment on accorde. Exactement. Alors, on pourrait dire, ils ont apprécié l'atelier. Ah, OK. Ah, ben oui, parce qu'on pourrait changer. On pourrait juste changer le mot. D'accord.
Et pour avoir écrit des textes de façon neutre, il faut juste, c'est très facile, hein, à l'écrit, on dirait que ça vient tout seul d'être inclusif. OK. Une fois qu'on se donne la peine. OK. La deuxième. Ils ont aimé la chanteuse. Comment est-ce que tu rendrais ça de façon neutre? Ils ont aimé l'artiste en chanson. Ils ont aimé l'artiste en chanson. 10 sur 10. Oh, wow! 10 sur 10. Hey, c'est pas simple. C'est pas simple. Oui, c'est vraiment... c'est un début, hein, c'est ça qu'il faut dire. L'arrivée du néopronom « yel » au dictionnaire va ouvrir la voie à toute, selon moi, une transformation de la langue, mais qui ne va pas se faire demain. Langue, c'est une langue vivante, hein? Absolument. Absolument, et on doit s'en réjouir, sinon c'est une langue morte qui est appelée à mourir. Donc, moi, j'ai vraiment vu ça. Là, j'avais un gros sourire quand j'ai vu ça. J'étais hyper satisfait. Puis je me suis dit, enfin. Et maintenant, on peut en parler autour dans les chaumières. On peut faire un balado à propos de ça et en parler pendant 30 minutes. Absolument, c'est ça. Merci beaucoup. Martin, en fait, je voudrais qu'on réponde à notre question de départ. Là. Est-ce que, selon toi, la langue peut avoir un impact sur la construction de l'identité? Selon moi, à 100%, ma réponse, c'est oui. Je pense qu'on en a fait la démonstration aujourd'hui, toi et moi. L'identité, c'est quelque chose de très important aussi hein, chez les humains, chez les humaines. Donc, oui, la langue joue un rôle très important dans notre construction identitaire. Alors, Martin, ça a été un grand plaisir de vous parler. Je rappelle que vous êtes à la coordination des communications pour l'organisme franco-queer de l'Ouest. Je vous remercie de vos lumières. Je m'appelle Geneviève Potvin. Je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui.